On imagine souvent les grandes figures de l'histoire comme des statues un peu parfaites, hein, polies par leur succès. Mais si on gratte un peu, ben on trouve des fissures, des ratés, parfois monumentaux, des moments où tout aurait pu basculer. Et c'est peut-être là que ça devient vraiment intéressant, vraiment humain, non? Ah mais complètement. Ces moments d'échec, loin d'être juste des anecdotes, ce sont souvent des carrefours hyper importants. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas tant de faire un catalogue de boulettes historiques, quoi, mais c'est plutôt de plonger dans la manière dont ces personnalités, sciences, affaires, politique, art, peu importe, ont réagi. Comment ils ont fait face. C'est ça. C'est dans cette réponse, tu vois, que se cache souvent une leçon qui est étonnamment actuelle. Exactement, ouais. Comment on transforme un obstacle en tremplin? On a pas mal creusé justement des parcours fascinants pour comprendre cette mécanique. On va voir que l'échec, ben, ça peut prendre des visages très différents et la réponse, elle est rarement simple. C'est clair. Prêt à explorer cette face un peu cachée de la réussite? Allons-y. On pourrait commencer peut-être par ces erreurs qui, paradoxalement, ont fait avancer la science. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on pourrait appeler les erreurs fécondes, ou glorieuses même parfois. Prenez Albert Einstein par exemple, et sa fameuse constante cosmologique. Il l'a introduite dans ses équations de la relativité générale parce que la théorie suggérait un univers instable, qui bouge quoi, en expansion ou en contraction, alors que l'idée dominante à l'époque, et même la sienne, c'était un univers éternel, statique, stable. Donc cette constante, c'était une sorte de rustine mathématique pour que ça colle. Une rustine qu'il a regrettée après, c'est ça, hein? Je crois me souvenir. Exactement. Quand Edwin Hubble a prouvé avec ses observations que l'univers était bel et bien en expansion, Einstein a dit que cette constante, c'était la plus grande bévue de sa vie, carrément. Ah ouais. Il l'a retirée de ses équations. Mais l'ironie suprême, c'est que des décennies plus tard, paf, on découvre l'accélération de l'expansion de l'univers. Et cette bévue, elle est revenue sur le devant de la scène. Elle correspond pile poil à ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie noire. C'est fou ça. Donc son erreur, finalement, c'était peut-être une intuition géniale, mais trop tôt. Elle pointait vers une vérité physique encore plus dingue. Une intuition prématurée. Incroyable. Et ce genre de bonne erreur, ça s'est vu ailleurs en science? Ah oui, oui, Linus Pauling, un géant, double prix Nobel, chimie, paix. Après avoir trouvé la structure en hélice alpha des protéines, déjà énorme, il s'attaque à l'ADN. Et il propose un modèle, à triple hélice. Triple. Triple hélice. Bon, c'était fond. Chimiquement, ça ne tenait pas la route. Mais le truc, c'est qu'en publiant son erreur, il a mis sans le vouloir une pression monstre sur Watson et Crick, qui bossaient sur le même sujet. Ah d'accord, ok. Sa bourde, en quelque sorte, les a poussés à finaliser et publier leur modèle correct, la double hélice, beaucoup plus vite. Là, c'est intéressant parce qu'on touche à un truc fondamental sur le progrès scientifique, non? Ces erreurs, c'est pas juste des fautes à cacher sous le tapis. C'est des sortes de jalons. Ils montrent les limites de ce qu'on sait à un moment donné, et hop, ça oriente les autres. L'erreur de l'un devient un indice pour le suivant. C'est exactement ça, c'est une dynamique collective, en fait. D'ailleurs, Charles Darwin lui-même y butait sur l'hérédité pour sa théorie de l'évolution. Il avait proposé un truc, la pangénèse, avec des gémules qui venaient de chaque organe. Bon, c'était complètement faux. Des gémules, d'accord? Mais ça montre bien où en étaient les connaissances à l'époque sur ce mécanisme hyper important. Fascinant. Mais bon, sortons un peu du labo. L'échec, ça peut être aussi beaucoup plus brutal, plus direct. C'est quand le monde extérieur, le marché par exemple, dit juste non merci. Ah oui, le fameux mur du réel version économie ou société. Steve Jobs, là c'est un exemple spectaculaire, cofondateur d'Apple, l'icône de la Silicon Valley naissante, et pourtant en 1985, paf, il est viré. De sa propre boîte. De sa propre boîte. Les ventes du Macintosh, son bébé, elles décollent pas comme prévu. Et surtout, le conflit avec John Scully, le PDG qu'il avait lui-même été chercher chez Pepsi. Oui, je me souviens de ça. Ça devient ingérable. Le conseil d'administration tranche, c'est Scully qui reste, Jobs qui part. Imagine le choc, quoi. Ah oui, dur retour sur Terre. Mais il n'est pas le seul à avoir appris cette leçon à la dure, j'imagine. Oh, loin de là. Thomas Edison, l'inventeur-entrepreneur par excellence, il a appris ça très très tôt. Son tout premier brevet, il avait 22 ans. Une machine pour enregistrer automatiquement les votes au Congrès américain. Techniquement, c'était génial. Rapide, fiable, tout ça. Et alors? Et alors, réaction des parlementaires. Refus catégorique. Pourquoi? Parce que la lenteur du vote à la main, ça leur laissait le temps de négocier, de faire de l'obstruction. Ah, les tractations de couloir? Exactement. L'efficacité technique,
Ça allait contre leurs habitudes politiques. Edison, il en a tiré une leçon qu'il n'a jamais oubliée. Ne plus jamais inventer un truc sans être sûr d'abord qu'il y a un marché, un besoin réel. Fini les inventions juste pour la beauté du geste. Hyper pragmatique comme leçon. Et ça résonne encore tellement aujourd'hui, non? Toutes ces startups avec une techno géniale mais qui se plantent parce qu'il n'y a pas de clients. Mais carrément. Même Jeff Bezos avec Amazon, il a connu ça. On se souvient moins des e-shops, son service d'enchères en ligne lancé en 99 pour concurrencer eBay. Ça fait un flop. Ah oui, c'est vrai. Ou le Fire Phone, un échec retentissant malgré des millions investis. Et puis il y a Tadashi Yanai, le fondateur d'Uniqlo. Lui, il est connu pour sa formule choc. Ma carrière, c'est une victoire pour 9 défaites. 1 pour 9. Ça calme. Ça donne une idée du nombre d'essais ratés derrière une réussite qu'on voit comme fulgurante. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que cet échec commercial, rejet du public, c'est pas forcément un jugement sur l'idée elle-même, sur sa qualité. C'est plutôt un signal, parfois hyper violent, qu'il y a un décalage entre la vision et la réalité du moment. Les attentes des clients, la structure de l'entreprise, le timing peut-être aussi, c'est un retour d'information essentiel en fait, même s'il fait mal. Exactement. Et ce décalage, parfois, il vient du fait d'être juste trop en avance, trop tôt. On le voit bien en politique ou dans les arts. Abraham Lincoln, par exemple. Avant d'être le président qu'on connaît, celui qui a aboli l'esclavage, il a enchaîné les échecs. Faillite de son commerce, défaite aux élections locales en Illinois, 2 échecs cuisants pour être sénateur. Ah oui, quand même. Sa position anti-esclavagiste était loin de faire l'unanimité. Mais il avait cette phrase incroyable. Ma marche est lente, mais je ne recule jamais. Sa ténacité face au revers constant, c'est assez bluffant. Et dans l'art, forcément, on pense à Van Gogh. Inévitablement, oui. Vincent Van Gogh, il incarne presque ce mythe de l'artiste maudit, incompris de son vivant. Il aurait vendu qu'une seule toile de son vivant, La Vigne Rouge, pour 3 fois rien. Son grand rêve, c'était de créer une communauté d'artistes dans le Sud, la fameuse Maison Jaune à Arles. Oui, avec Gauguin. Exactement. Et ça s'écroule lamentablement avec la dispute violente et le départ de Gauguin. Cet échec relationnel, artistique, ça le plonge dans une crise terrible, qui finit avec l'épisode tragique de l'oreille coupée. Son style, si unique pour nous aujourd'hui, était en rupture totale avec ce qui se faisait, ce qui était accepté à l'époque. C'est poignant. Dans ces cas-là, l'échec, c'est plus juste un décalage avec le marché. C'est un décalage avec les mentalités, les normes de toute une époque. La résistance qu'ils rencontrent, ça devient presque une mesure de leur côté précurseur, en fait. Le mur qu'ils heurtent, c'est la limite de la compréhension de leur temps. C'est une très belle façon de le formuler, oui. Mais il faut aussi oser regarder l'autre côté. Cette quête de grandeur, cette concentration intense sur une vision, ça peut aussi avoir sa part d'ombre. Il faut parler des failles humaines, parfois même des fautes éthiques, qui peuvent coexister avec le génie. Vous pensez à des exemples précis? Oui, reprenons Edison. Dans ce qu'on a appelé la guerre des courants contre Tesla et Westinghouse, qui défendaient le courant alternatif. Edison, lui, il tenait mordicus au courant continu. Et pour le défendre, il a utilisé des méthodes plus que douteuses. Il a organisé des démonstrations publiques où il électrocutait des animaux, des chiens, des chats, et même un éléphant, Topsy, avec du courant alternatif. Un éléphant? Non. Si, pour prouver que c'était dangereux et faire peur aux gens. C'est une facette très sombre de l'inventeur qu'on célèbre d'habitude. Difficile à imaginer aujourd'hui, oui. Et ce n'est pas un cas isolé. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, au début de sa carrière, il a eu une période où il était fasciné par la cocaïne. Littéralement. La cocaïne? Oui, il en consommait, il la présentait comme un remède miracle contre la dépression, la fatigue. Il en a même prescrit à des patients, à des amis. Il a contribué à créer des dépendances avant de réaliser son erreur. Une exploration scientifique qui a dérapé, quoi. Ou encore Steve Jobs, son génie est indéniable, mais il a longtemps refusé de reconnaître sa première fille, Lisa. Il a même contesté sa paternité au tribunal malgré un test ADN positif. Ah oui, ça aussi. Et son management, c'était connu pour être parfois tyrannique. Il pouvait humilier des employés en public dans sa quête obsessionnelle de perfection. Ça pose une question assez complexe, tout ça. Est-ce que ces aspects sombres, c'est juste des défauts personnels, ou est-ce que c'est lié d'une manière ou d'une autre à cette capacité hors norme à se focaliser, à pousser une idée contre tout? Comme si cette concentration extrême créait une sorte d'angle mort pour l'empathie ou l'éthique ordinaire.
C'est une question troublante, hein, et sans doute sans réponse simple. Ça suggère que la grandeur humaine, elle est rarement monolithique, elle est pleine de contradictions. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est face à tous ces types d'échecs intellectuels, commerciaux, sociaux, même éthiques, comment ces personnes ont rebondi? Quelle a été leur réponse? Parce que certains, on dirait qu'ils ont une approche très méthodique. Presque une science de la gestion de l'échec. Presque, hein. C'est l'approche de l'itération systématique. L'échec n'est pas vu comme un drame perso, mais comme une donnée, une info. Edison, encore lui, c'est l'exemple parfait, avec sa phrase célèbre sur l'ampoule. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Derrière la blague, il y a une méthode. Tester, échouer, analyser, ajuster, recommencer. Chaque filament qui crame, c'est pas une défaite. C'est une info qui élimine une piste et qui rapproche de la solution. Et on retrouve ça chez d'autres innovateurs, j'imagine. Absolument. James Dyson, avec ses aspirateurs. Il raconte avoir fabriqué 5126 prototypes avant d'arriver au bon. 5100. 5226 échecs. Et il disait que l'échec était au cœur de son processus. C'est une stratégie mentale hyper forte. Tu dédramatises l'échec en le voyant comme une étape normale, nécessaire de l'apprentissage. Ça permet de continuer là où l'émotion, l'attachement à chaque essai, te ferait abandonner. C'est une sorte d'ingénierie mentale pour dépasser la peur de se planter, en fait. Mais tout le monde n'est pas Edison ou Dyson. Il y a aussi des échecs qui semblent juste anéantir. Et pourtant, certains renaissent de leurs cendres. C'est l'autre grande réponse, oui, la résilience, la capacité à se transformer après la chute. Le fameux vol du phénix. Steve Jobs encore. Après avoir été viré d'Apple en 85, il aurait pu sombrer dans l'amertume, la rancœur. Mais des années plus tard, dans son discours culte à Stanford, il a dit que se faire virer avait été la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Ah bon? Pourquoi? Il s'est senti à nouveau débutant, libre d'expérimenter sans le poids du monde sur les épaules. Et c'est pendant cette période d'échec qu'il a fondé Next, dont la techno sera clé pour le retour d'Apple, et qu'il a racheté Pixar, révolutionnant l'animation 3D. C'est vrai, Pixar. Quand il revient chez Apple en 97, il est transformé, plus mature, avec une vision renouvelée. C'est fascinant, ça. L'échec majeur comme un catalyseur pour se réinventer complètement. On parlait de Lincoln tout à l'heure, ça colle aussi pour lui. Complètement. Abraham Lincoln, face à ses défaites électorales à répétition, il n'a pas abandonné ses idées anti-esclavagistes, au contraire. On dirait que chaque échec renforçait sa détermination et affinait ses arguments, ses talents d'orateur. Il a transformé les revers en apprentissage politique. Sa citation sur l'importance non pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que l'on tombe, c'était pas juste une jolie phrase pour lui, c'était sa vie. On a l'impression que ce type d'échec radical, perdre sa boîte, perdre une élection clé, ça force une sorte de reset de l'identité. Jobs n'était plus le prodige d'Apple, Lincoln n'était pas encore le sauveur de l'Union. Cette perte de statut a peut-être, paradoxalement, libéré leur créativité ou renforcé leur noyau dur de conviction. C'est une très bonne lecture, oui. L'échec comme une sorte de destruction créatrice, appliquée à soi-même. Et parfois, cette destruction individuelle, elle profite directement au collectif. Revenons à Linus Pauling et son erreur sur l'ADN. En publiant son modèle faux de triple hélice, non seulement il a boosté Watson et Crick, mais il a aussi illustré un principe qu'il défendait. Il faut oser proposer des idées, même si elles sont risquées. Son entourage raconte qu'il disait qu'il valait mieux publier une idée potentiellement fausse vite fait, parce que la communauté scientifique, elle est vigilante et compétente. Elle la corrigerait vite si besoin. L'erreur individuelle devient un moteur pour le progrès de tous. Ça suggère qu'une culture qui accepte l'erreur, qui l'analyse au lieu de la pointer du doigt, est plus favorable à l'innovation, à l'avancement des idées, non? Moins de peur de perdre la face, plus d'audace collective. C'est une question centrale pour nos organisations, nos équipes, aujourd'hui. Absolument. Et puis, il y a une dernière réponse à l'échec. Peut-être la plus troublante. C'est quand l'échec n'est pas surmonté, ni utilisé comme leçon, mais qu'il devient la matière même de l'œuvre, la douleur qui devient création. Van Gogh encore. Oui, forcément. Pour lui, la peinture, c'était pas un moyen d'échapper à sa souffrance. C'était un moyen de l'exprimer, de la transcender peut-être. Ses autoportraits sont saisissants de détresse contenue. La solitude, le rejet, l'échec de son projet à Arles, sa santé mentale qui flanche, tout ça infuse son œuvre. Ça lui donne cette intensité émotionnelle qu'on ressent encore aujourd'hui. L'oreille coupée, c'est tragique, mais ça témoigne de cette souffrance qui déborde et qui devient acte artistique.
même désespéré. C'est une perspective complètement différente là. L'échec n'est plus un obstacle à franchir pour arriver au succès, il est le sujet. Et la puissance de ces toiles, elle vient peut-être de cette honnêteté brute face à sa propre douleur, mais mélangée à cette capacité incroyable à voir la beauté flamboyante du monde. Les tournesols, la nuit étoilée. Il y a comme une forme de rédemption dans l'acte de créer lui-même. Tout à fait. Une sublimation de l'échec par l'art, ça. Alors si on essaye de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qui relie ces histoires si différentes? Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans la manière de traverser ces épreuves? Je crois que oui. Il y a un concept qui revient souvent, même s'il n'est pas dit comme ça par les intéressés. C'est ce que la psychologue Carol Dweck a appelé la mentalité de croissance, le growth mindset. C'est cette croyance profonde que nos capacités, notre intelligence, c'est pas figé une fois pour toutes. Ça peut se développer par le travail, l'apprentissage, la persévérance face aux difficultés. D'accord, et comment ça s'applique à nos exemples? C'est ce qui permet à Edison de voir chaque essai raté comme une info utile et pas comme une preuve de son incompétence. C'est ce qui nourrit la ténacité de Lincoln, malgré les défaites à répétition. C'est ce qui permet à Jobs de voir son licenciement comme une chance de se réinventer. Pour eux, l'échec, c'est pas un jugement final sur leurs valeurs, c'est un retour d'info, une donnée, une occasion de s'ajuster et de grandir. C'est le logiciel mental qui empêche de rester paralysé par le revers. Donc, l'idée, c'est pas d'éviter l'échec à tout prix, de toute façon, c'est impossible, mais plutôt de cultiver cette capacité à le voir différemment. Exactement. Et ça nous amène aussi à repenser notre définition du succès. On le voit souvent comme un sommet atteint, un état stable, une destination. Mais tous ces parcours montrent que c'est un leurre. Le succès, c'est un processus. C'est un chemin plein d'embûches, d'essais, d'erreurs, de corrections. La grandeur, finalement, c'est peut-être pas d'atteindre un pic. C'est de rester en mouvement, de continuer à apprendre, à s'adapter, même après de grands succès ou de grands échecs. La vraie compétence à développer, alors ce serait pas tant une recette pour réussir parce que ça dépend de trop de choses, mais plutôt une stratégie pour bien échouer ou en tout cas pour bien réagir à l'échec quand il arrive inévitablement et s'en servir pour continuer à avancer. C'est une excellente façon de le dire, oui. Et concrètement, comment on peut faire ça? Cultiver cet échec productif? Il y a quelques pistes qui émergent. D'abord, peut-être gérer consciemment son portefeuille d'échecs. Oser prendre des petits risques calculés, accepter des petits ratés pour apprendre, sans tout miser sur un truc hyper risqué. Diversifier ses risques d'échec en quelque sorte. Voilà. Ensuite, prendre l'habitude de réfléchir après un revers. Qu'est-ce qui a vraiment coincé? Qu'est-ce que j'apprends pour la prochaine fois? Sans tomber dans l'autoflagellation stérile. Aussi, utiliser le pouvoir des mots. Le fameux recadrage ou reframing. Dire « j'ai découvert une nouvelle contrainte » plutôt que « mon plan a foiré ». Ça change la charge émotionnelle. Intéressant. Et enfin, travailler sa résilience, activement. Chercher du soutien, savoir demander de l'aide quand ça va pas, accepter ce qu'on ne peut pas changer et se concentrer sur sa marge de manœuvre, sur ce qu'on peut faire. Des pistes très concrètes, effectivement. Finalement, en explorant les échecs des grands, ça nous rappelle d'abord leur humanité, leur faillibilité, ce qui est déjà pas mal. Mais surtout, ça montre que la façon de répondre à l'adversité, c'est une compétence essentielle. Peut-être la compétence qui transforme une impasse en nouveau départ. Tout à fait. Il ne s'agit pas de glorifier l'échec pour l'échec, bien sûr, mais de le démystifier. De ne plus le voir comme une fin en soi, mais comme une information, une bifurcation possible, une matière à penser ou à créer. C'est cette flexibilité mentale, cette résilience qui semble être le point commun de ceux qui laissent une trace durable. Riche, quelle serait la prochaine expérience, même toute petite, qu'on pourrait oser tenter, en acceptant le risque que ça ne marche pas du premier coup? Quel échec potentiel pourrait nous ouvrir de nouvelles perspectives, que ce soit au boulot ou dans notre vie perso? Voilà, de quoi méditer un peu.